On est avec nous monsieur Michel Raymondo, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Managing Partner à Matriciel, qui va nous parler du digital qui réinvente le Customer Experience. Vous allez être devant, voilà, il y en a plein par là. J'utilise le micro. Vous préférez porter le micro? Porter le micro. D'accord, porter le micro. Alors, le digital réinvente l'expérience client. Le digital peut réinventer l'expérience client. L'entreprise doit réinventer l'expérience client. Et comme vient de le dire notre cher ami, voilà, l'expérience client, c'est rien de nouveau. Il y a une bonne trentaine d'années déjà, on a vécu l'histoire suivante dans une entreprise. Une grande entreprise avec un grand building, plusieurs cages d'ascenseurs. Et au bout d'un moment, les employés se sont plaints à la direction qu'il fallait attendre longtemps avant d'avoir que l'ascenseur arrive. Et le DRH ou le PDG, peu importe, il fait venir un consultant évidemment. Okay, et le consultant réfléchit longtemps, beaucoup, comme il est payé très cher. Il vient avec une idée. Il met des miroirs devant les portes d'ascenseur. C'est une idée absolument géniale. Plus personne n'attend. Ils sont tous là. Ok. Aujourd'hui, probablement, on distribuerait des téléphones portables avec Facebook et Candy Crush. Les gens ne s'ennuieraient pas non plus. Alors, bonjour. Mon nom est Michel Raymondo, je suis consultant indépendant depuis pas mal d'années, plus de 30-35 ans. Vous n'allez pas retenir, je ne vais pas parler longtemps de moi, vous allez retenir seulement 2-3 petites choses. J'ai été DSI pendant une bonne quinzaine d'années dans un certain nombre d'entreprises. J'ai travaillé dans plein de secteurs d'activité différents, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai prolongé un petit peu mon éducation dans toute une série de choses. Je suis ingénieur en électronique ou de formation initiale. Je suis basé maintenant à Casa, où je donne quelques heures de cours comme enseignant vacataire. Casa maintenant dit 20 ans de Congo, 30 ans d'Europe, 10 ans de Canada et maintenant 3 ans de Maroc. Et ma deuxième visite en Tunisie que j'adore. Alors, voici ce que je vous propose comme sujet à aborder ensemble. On va rapidement revoir un petit peu ma définition, ma vue de la notion d'économie digitale. Je voudrais aussi, je vais essayer d'être très gentil cet après-midi, parce que je suis passablement en porte-à-faux intellectuel par rapport à ce que j'entends quand on dit transformation digitale, etc. Donc je vais essayer de contenir un peu un certain nombre de choses, mais je voudrais quand même aborder avec vous la notion de transformation dans l'absolu, et puis on va voir en détail la notion d'expérience client. Je voudrais qu'on travaille sur le service aussi. Alors je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler les différences qui existent entre la notion de produit et la notion de service, mais quand on parle d'expérience client dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui et qui sera de plus en plus présent demain, c'est la notion de service. Et donc je voudrais qu'on réfléchisse un peu ensemble à la notion de service, et puis on va voir comment implémenter cette expérience client. Alors, expérience client, si vous allez sur Google et que vous interrogez, vous allez avoir du mal à trouver une définition. La même difficulté que moi j'ai eue, alors je ne cherche pas vraiment à définir, mais j'essaye de circonscrire un petit peu cette notion d'expérience client. Alors, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. L'expérience client, il y a deux choses fondamentales qui participent à ça. C'est la notion de parcours, le customer journey, et la notion de collaboration, de participation. Une des caractéristiques d'un service par rapport à un produit, c'est que le client participe à la fabrication, à l'élaboration du produit. Si j'achète la bouteille d'eau qui est là, j'ai participé au niveau 0 dans sa fabrication. Si je vais chez le coiffeur, je n'aurai pas la coupe de cheveux de monsieur, j'aurai la mienne. Il ne peut pas déléguer sa coupe de cheveux chez moi. C'est pas possible. Donc je participe à
au processus de fabrication. Pas de bol. Bon. Et puis, donc il y a l'entreprise, décidément. Il y a l'entreprise d'un côté, il y a les clients de l'autre, mais il y a aussi les prospects. C'est-à-dire les clients de la compétition. Ils sont intéressants aussi, ceux-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, en termes de marketing ou de vente, on disait ça coûte 10 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de faire du cross-selling des clients que l'on a aujourd'hui. Compte tenu de la volatilité, de la versatilité de la clientèle actuelle, il vaut mieux savoir faire des nouveaux clients. Alors les entreprises ont besoin de prendre en compte, grossièrement, 4 dimensions fondamentales chez nos clients. L'aspect intellectuel, l'aspect émotionnel, l'aspect comportemental et l'aspect social. On va fabriquer un dialogue, un parcours, des touch points, une relation avec nos clients à partir de ces quatre éléments. Et on va essayer de fabriquer. Alors tout à l'heure, je vais vous montrer ce que le client attend. Maintenant, je vous montre ce que l'entreprise essaye de fabriquer. Et l'entreprise essaye de fabriquer de la valeur, elle essaye de fabriquer de la confiance, de la loyauté, du bouche à oreille. Okay. On sait tous que ça marche beaucoup mieux que la pub, etc. Et puis le commitment et la collaboration. Le commitment, ça a l'air de rien, mais c'est quelqu'un qui dit « je crois dans ton truc ». Ça va? C'est quand même fondamental. Ça me fait penser d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a une pub où il y a un client potentiel qui rentre chez un dealer de voitures, et puis il y a le vendeur qui est là très content, et le client est chaque fois occupé à expliquer les caractéristiques de la voiture, et quand il a fini, il y a le vendeur qui serre la main du client prospect et qui dit « j'achète ». Il est tellement convaincu par son client que c'est lui qui achète. Bon, c'est absolument génial comme pub et comme expérience client. Le point sur lequel je voudrais insister avec vous cet après-midi, c'est que fabriquer un avantage compétitif durable, c'est bien d'améliorer l'expérience client, mais for the sake of what? On le fait pour une raison fondamentale, orientée business. Et je vais chercher, l'entreprise, un avantage compétitif. Si possible, durable. Et pour y arriver, il faut travailler selon 2 directions que je vais essayer de vous montrer. Pour le moment, je ne vous les dis pas, j'essaie de maintenir un peu le suspense. Mais fondamentalement, je vous demande déjà de retenir que la plupart des entreprises aujourd'hui sont là. Et la plupart des entreprises vont là. Quasiment aucune ne fait ça, et très peu vont dans ce sens-là. Aller dans ce sens-là, on va le voir tout à l'heure, on améliore un peu l'expérience client, mais on ne se distingue pas vraiment de ses concurrents. Alors je vais être méchant une première fois avec vous cet après-midi. Okay. Le mobile, son téléphone portable, faire une application pour cet écran-là, je m'excuse beaucoup, c'est pas de la transformation digitale. Développer des applications qui tournent sur des écrans en noir et blanc, en vert, en couleur, avec des icônes, sur un petit écran, qui bouge, avec le type qui le porte, qui permet de téléphoner, c'est pas de la transformation digitale. On n'a rien transformé du tout, on a digitalisé, on a informatisé, on a fabriqué une application qui tourne sur un écran, mais on n'a pas fait grand-chose de beaucoup mieux. Il y a la moitié de la salle qui ne m'a pas encore frappé, c'est bien. La transformation, que je vais essayer de vous montrer plus tard. Ah ouais, faisons peut-être cette introduction au métier d'abord. Voilà une approche un peu systémique de notre environnement économique. Alors il y a évidemment des choses intéressantes. Moi, celle que je retiens, même si c'est systémique, ça veut dire qu'il ne faut pas les écarter, elles jouent toutes ensemble. Moi, ce que j'aime bien, c'est le all-in-one customer. C'est le client qui veut tout de suite. Il veut la qualité, il veut les délais, et il veut les prix. Le prix n'est plus une variable d'ajustement.
C'est pas pour ça qu'on va trouver une Mercedes au prix d'une Lada, mais quand même. D'accord? Le deuxième élément, c'est quels sont les facteurs critiques de succès pour réussir. Alors il y en a 6 que j'ai identifiés également, mais il y en a 2 qui paraissent intéressants, c'est l'innovation. Alors, on parle beaucoup de Customer Experience. Si je ne suis pas comme ça en conférence, machin, moi je préfère parler de Customer Engagement. Okay? Ça fait appel à une participation supérieure, plus importante de la part des clients, des prospects. Customer Experience. Alors, il y a un autre point aussi qui me paraît fondamental. J'ai été DSI pendant 15 ans, notamment dans une cimenterie, notamment dans un certain nombre d'autres secteurs d'activité. Okay? Être DSI dans une cimenterie ou être DSI dans une banque, c'est pas du tout la même chose. Okay? L'impact de l'information sur le process et l'impact de l'information sur le produit ne sont pas les mêmes. Donc, s'il vous plaît, quand on parle de transformation digitale, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Alors, il est bien que les cimentiers avancent, mais il est très clair que si ceux-là n'avancent pas, ça va leur coûter très cher. Okay? Donc, pour reprendre l'idée d'un schéma directeur, on ne fait pas un schéma directeur dans une cimenterie comme on fait un schéma directeur dans une banque. Ce sont deux choses totalement différentes, même si la démarche est la même. Okay? Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Alors, je passe les détails. Un autre élément que je voudrais aussi qu'on fixe au départ, c'est l'écart qui existe aujourd'hui, et je repense au moins de tout à l'heure, qui existe dans plein d'entreprises. Le digital divide. D'un côté, on a des clients que l'on veut bien admettre jeunes, mais même s'ils ne sont pas tous aussi jeunes que ça, mais en tout cas, il y a une caractéristique, c'est qu'ils sont tous très impatients. Okay? Je vous passe la blague aussi sur la comparaison qu'il y a entre un jeune et un poisson rouge. Vous l'avez peut-être déjà entendue, elle est très rigolote, mais elle n'est pas très sympa pour les jeunes. Donc, ils sont... c'est pas parce que j'ai des cheveux gris que je dis ça. Ils n'ont pas de patience. Alors, ils sont connectés 24 heures sur 24, blablabla, ils ont des besoins qui évoluent, tout ce qu'on veut. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui, au-delà de l'information purement administrative, son nom, son prénom, l'adresse, machin, sa femme, son mari, le nombre de gosses qu'il a, etc., on a très peu d'informations concernant ses clients. On pense d'ailleurs qu'on va aller les trouver dans le big data. Ça va ? Mais on a aussi des entreprises qui ont d'énormes problèmes de qualité de données. Énormes. Ça va? On parle beaucoup de big data, de business intelligence, c'est très facile. Sincèrement. Les deux doigts dans le nez. Techniquement, ça marche. Le problème, c'est quand vous regardez la qualité de vos données. Ok? C'est une catastrophe. Donc, voilà un petit peu le... Et alors, peut-être que le bridge, c'est l'expérience client. C'est pas sûr, on va essayer de le montrer. Transformation. Je suis désolé, on fait des transformations depuis très longtemps. Ça va? Il y a des types, dans les fins des années 80, début des années 90, qui ont trouvé que Michael Hammer, Charpy, tout ça, ça va? Ils ont trouvé qu'en faisant du business process re-engineering, radical revamping, ok? Ça, c'était déjà de la transformation. On a tous entendu parler de Kaizen, le Lean, le Six Sigma, etc. Ça va? Les VSM, les Value Stream Mapping. On faisait de l'amélioration de processus de fabrication en éliminant ce que le client n'était pas prêt à payer, en recherchant de la valeur ajoutée. La business transformation, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Alors, il y a des transformations digitales. Okay. Le cloud. Okay. Bon, peut-être. Le cloud, c'est somebody else's computer. Il faudrait que j'arrête parce que sinon, je vais me faire plein d'ennemis. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça.
c'est les produits intelligents et les équipements intelligents. Dans l'outil de fabrication, on pourra se permettre des chaînes de fabrication qui vont prendre les décisions d'ajustement toutes seules. Aujourd'hui, on a des robots qui remplacent les êtres humains, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, pour fabriquer la pièce, et c'est ça le répétitif de ce matin, le routinier. Okay. Mais il y a encore une démarche pour fermer la boucle dans la rétroaction de la prise de décision qui se fait encore essentiellement par une intervention humaine. Si on met de l'intelligence dans nos robots, ils vont se dire, attends, là je suis occupé à peindre une bagnole en rouge, après c'est une jaune, après c'est de nouveau une rouge. C'est quand même un peu con cette histoire, ça va? Je vais dévier la jaune, je vais prendre la rouge derrière, je vais peindre deux rouges tout de suite, et puis je peindrai la jaune. Comme ça je ferai du setup de machine un peu moins souvent. Voilà le genre de décision qu'on va commencer à déléguer vraiment, et c'est là que se trouve le Industry 4.0. C'est quand les machines prendront elles-mêmes les décisions d'optimiser le processus de fabrication. Alors, ça on sait, tout le monde le sait, vitesse dans le hype, d'absorption, d'adoption, tout ce qu'on veut, mais aussi parce qu'il y a téléphone 7.0 et puis téléphone 8.0, etc. Ben, la courbe redescend très vite et elle remonte après. Juste pour donner une idée, j'aime bien cette histoire de téléphone 7.0, téléphone 8.0. Pour revenir sur ma stratégie de crise de tout à l'heure, il n'y a pas essence, pétrole 7.0 et puis pétrole 8.0. Hein? À part le fait qu'en Europe maintenant ils ont décidé de leur donner un autre nom, c'est le pétrole qu'on achète aujourd'hui, c'est le même pétrole qu'on achetait hier, c'est probablement le même pétrole qu'on achètera demain. Même chose pour le ciment, même chose pour... Voilà. Okay? Donc, quand on est dans une cimenterie, on s'excite un peu moins sur les nouveaux produits, etc. Parce que, et sur le processus de fabrication, c'est la même chose, parce qu'on fabrique du ciment comme aujourd'hui, comme il y a un siècle, et probablement comme dans un siècle. Alors, ça c'est peut-être, on entre un peu plus dans le vif du sujet. Je me suis posé la question de savoir quelles étaient les forces qui poussaient vers cette expérience client, en dehors du fait qu'il y a beaucoup de nouveaux compétiteurs, le Brésil, les BRICS, etc. Le premier point, c'est la présence globale et le omnichannel. Le deuxième, je passerai un petit peu plus de détails là-dessus, c'est ce qu'on appelle la mass customization. C'est on cherche à fabriquer des produits avec des caractéristiques individuelles qui correspondent aux besoins précis d'un client. Okay. On essaye aussi d'industrialiser le service. Vous avez tous entendu parler de servuction. Okay. C'est le processus qui consiste à ajouter des services aux produits. Il y a la produitisation des services. C'est là que je suis. On industrialise le call center, on industrialise des choses comme ça. Et puis il y a un truc un tout petit peu marrant, je vais me faire un autre groupe d'ennemis. Je ne crois pas du tout à l'agilité. Je crois beaucoup plus à la vitalité et à l'ambidextérité. Okay. Pour moi, l'agilité, ça consiste essentiellement à réagir après avoir constaté que le client est différent. Donc quand on est agile, on va très vite dans la réaction, c'est bien. C'est mieux que d'être lent, évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on est toujours en mode réactif. On est toujours après. On n'anticipe pas. Okay. Alors moi qui fais du business requirements depuis longtemps et qui adore ça, je me dis comment est-il possible d'anticiper le besoin de mon client avant même qu'il en ait conscience. On va voir ça tout à l'heure dans les processus d'innovation. L'ambidextérité, c'est un nouveau mot, c'est un truc vachement intéressant, parce que ces derniers temps, on a cherché à opposer les incumbents, les grosses sociétés déjà existantes dans un secteur d'activité, avec les startups. Okay. C'est de dire, de toute façon, t'es mort, t'es pas une startup.
Okay. Tu vas être remplacé par une start-up. D'accord. Pour un certain nombre de ces incumbents, c'est quand même des sacrés éléphants. Alors, un éléphant, c'est très lourd. Il met du temps à démarrer pour courir, mais quand il court, il vaut mieux courir vite. Okay? Parce que ça court vachement vite. Donc, l'ambidextérité, c'est la capacité des grosses entreprises à travailler selon deux axes précis. L'amélioration continue, le Kaizen, ça va? Je suis dans mon PDCA normal, mais je suis aussi un start-up. Alors, interne ou externe, c'est pas le débat. Je veux dire, on pourrait aller jusqu'à 3 heures du matin sur les avantages comparés entre c'est dedans ou c'est dehors, j'achète ou je fabrique tout ça. Mais c'est ça l'ambidextérité. La même entreprise est capable de fonctionner à deux vitesses différentes. C'est très très intéressant. Et puis il y a 3 enablers, une approche qui facilite tout ça. Et ça, pour moi, c'est un petit peu le Roland du techno-informaticien que je suis, ces 3 mots magiques qui ne marchent pas du tout dans les entreprises ou très mal. C'est la standardisation des business process, c'est l'intégration des données et c'est l'interopérabilité entre applications. On va revenir sur cette question plus tard. Puisqu'on parle de business model et d'operating model, on parlait tout à l'heure de mass customization, il existe aussi un production model. Le production model, c'est celui-là, il est à peu près connu de tout le monde. L'idée de la mass customization, c'est d'être capable de produire de la variété en grand volume. On est capable de produire de la variété du gros volume, mais très peu variable. On est capable de faire une centrale nucléaire, mais c'est une seule. Okay? La mass customization, pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs, c'est une des technologies qui était là, dont on n'a pas beaucoup parlé. La voilà. Ça, c'est l'outil magique de la mass customization. C'est le dentiste qui fabrique les dents de ses patients dans son cabinet. Okay. S'il y a des jeunes qui veulent faire de la mass customization, ils achètent une imprimante 3D. Ça va? On enlève tous les vendeurs de pièces détachées de bagnole. Le gars, il achète les specs des pièces de rechange d'un certain nombre de voitures et il les fabrique quand on les lui demande. Ça va? Moi, je trouve que c'est pas mal comme truc, ça. Ça n'engage que moi. Alors, que demande le client? On a vu tout à l'heure ce que demandait une entreprise. Que demande le client? Alors ça, c'est un autre truc. He definitely doesn't want to be delighted. Si j'étais un petit peu vulgaire, j'utiliserais un mot que vous connaissez bien. Le customer ne demande pas le nirvana. Il s'en fout du nirvana. Le customer, le client, ce qu'il veut, c'est de la valeur. Le Valhalla. Le quoi? C'est le Valhalla, c'est le nirvana avec la valeur. Le Valhalla? C'est le nirvana des Vikings, oui. Ah, joli. Merci. Je vais la retenir, celle-là, le Valhalla. Je crois que c'était le nom d'une dame, non? Okay. Ce que le client demande, entre l'omnichannel et la protection de ses données, c'est toute une série de choses. Je veux que ce soit personnalisé. Pour que ce soit personnalisé, d'ailleurs, retour au type d'information dont j'ai besoin pour le lui donner à lui et pas à son voisin. C'est pas évident du tout. Il veut que ce soit facile, il faut que ça aille vite, la bonne balance entre les coûts et les risques, il faut que ce soit pertinent, blablabla. Et peut-être d'ailleurs aussi une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est la notion d'éthique. Okay? Il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de gens qui achètent des actions d'entreprise qui font un petit peu attention à la sustainability par rapport à celles qui s'en foutent. Ça va? Il y a quand même des clients qui aujourd'hui font un petit peu attention à cet aspect éthique. Alors, essayons de voir un premier exemple. Et pour ça, je vais encore faire une petite nuance
à propos de transformation digitale. J'ai toujours pas une bonne définition de ce que c'est la transformation digitale, hein. D'autant qu'elle a commencé il y a 50 ou 60 ans. Les anglo-saxons, ils sont pas mal pour un certain nombre de choses. Et ils ont digitization par rapport à digitalisation. Je n'arrive pas à le dire en anglais correctement. Pour eux, la digitization, c'est l'informatisation. Et la digitalisation, c'est ça. C'est je transforme mes business process en utilisant des nouvelles technologies dites digitales. Ça, c'est la digitalisation. Ce qui me permet encore d'insister un peu trop fort, peut-être, c'est développer une application sur un téléphone portable. Excusez-moi, c'est pas de la digitalisation, c'est pas de la transformation digitale, c'est de l'informatisation, comme on sait bien ou mal le faire depuis 50-60 ans. Ça va? Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de débattre de ce truc? Non. Non. Ça va? Oui, si vous voulez quand même avoir un avantage compétitif, parce que beaucoup de problèmes proviennent de la mauvaise compréhension que peuvent avoir les CEO, j'ai entendu des horreurs ce matin, d'accord, que peuvent avoir des CEO sur ce que c'est que la transformation digitale. Ok? Si on ne le définit pas correctement, c'est pas la peine. Si vous allez chez le médecin en lui disant « je ne veux pas connaître le diagnostic, mais je veux que tu me guérisses », ça va être difficile. Alors l'exemple ici, c'est un bateau, croisière, énorme truc, il y a 7 restaurants. Et il a un objectif dans sa transformation digitale. Je veux au maximum éliminer les files d'attente. Imaginez que vous soyez chez Disneyland ou que vous soyez dans un truc comme ça. Mon objectif, vis-à-vis de mes clients et de l'expérience qu'ils veulent avoir, c'est diminuer au maximum les files d'attente. Comment ça se passe habituellement sur un bateau? Tiens, ce soir, on va aller bouffer des spaghettis. On arrive, pas de bol, tout le monde avait envie de manger des spaghettis ce soir-là. Ça va? Même si c'est affiché les heures de fréquentation sur des diagrammes, tout ça, qui sont sortis depuis 3 mois ou 6 mois, on peut se dire, tiens, peut-être c'est pas une bonne idée d'aller les manger à 8 h du soir, peut-être qu'il faudrait les manger à 5 h d'après-midi ou à 11 h du soir pour ne pas attendre trop longtemps. Mais on peut peut-être faire autrement. J'ai envie de manger des spaghettis ce soir, mais si je sais par avance que je vais devoir attendre une demi-heure ou 3/4 d'heure dans la file pour pouvoir manger mes spaghettis, peut-être bien que j'irai manger des sushis après tout. Ok? Comment je fais pour le savoir? Il y a donc une mise à jour de la boucle de décision par rapport à l'application que j'ai, que d'aucuns ont développé sur mon téléphone portable, qui ont appelé ça la transformation digitale, je veux bien, mais qui ont fait un coup plus loin. Ils font des mises à jour en temps réel, à partir de l'information de fréquentation de chacun des restaurants. Et on voit que, oh non, c'est pas la peine d'aller manger des spaghettis ce soir, parce que la salle est déjà à moitié pleine, il y a 20 ménages, 20 couples qui ont en plus réservé, on va aller manger des sushis, regarde, hein, etc. Ce genre de choses. Ça va? Et donc là, il y a un vrai bouclage. Ce que je reproche à l'application, je m'en fous de la terminologie, hein, si on a envie d'appeler ça la transformation digitale, de développer une application sur un portable, grand bien vous fasse, d'accord? Ça fait plaisir. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est d'aller plus loin et de dire la vraie transformation digitale, c'est de transformer ses business process. Ça fait 30 ou 40 ans que je suis dans ce secteur d'activité informatique, il est quand même piloté par des rois du marketing. Hein? Ça va? Le big data, c'est jamais que la business intelligence, c'est jamais que l'analytics, c'est jamais que le decision support system, c'est jamais que l'infocentre, c'est jamais que le data warehouse, etc., etc. D'accord? Alors il y a des concepts, ça va plus vite, les outils sont plus sophistiqués, etc. Mais l'idée de base est exactement la même. Alors on touche un peu plus sur des données non structurées par rapport à des données structurées, tout va bien. Ça va? Mais le principe est quasiment le même. Par contre, d'un point de vue marketing, personne ne fait de la business intelligence aujourd'hui. C'est complètement ridicule, ça. Ringard. Ok? Il faut faire du big data. Ça va? Ah ouais. Donc, premier exemple.
Deuxième exemple, je vais vous parler de 10 ans de Canada. Il y a un truc sympa à Calgary, où j'étais il y a quelques années, c'est Car2Go. Voilà encore un autre machin très sympa. C'est le Vélib qui fonctionne, hein, avec une bagnole. Je mets 1000 dollars sur mon compte, et puis avec mon téléphone, j'arrive, je sors du bureau, je regarde sur mon téléphone où sont les bagnoles le plus près de chez moi. Ah, ça va, là je dois marcher avec 50 mètres, il fait un peu froid au Canada, hein. Je dois marcher avec 50 mètres, je vais la prendre. En tout cas en hiver. Et là, il arrive, etc. Les clés sont dans la bagnole, il ouvre la bagnole avec les codes qu'il faut, tout va bien et c'est parti. Il y a juste un petit travers, c'est que de temps en temps, les types, comme ils ont quand même froid, il y en a certains qui mettent leur bagnole qu'ils ont louée la veille au soir et la mettent dans leur garage. Pour être sûr que le lendemain matin, ils ne doivent pas la chercher, 2, elle est chaude. Bon, mais ça marche quand même, ça va? Troisième exemple, j'ai entendu parler ce matin de maintenance préventive, donc je reviens un petit peu là-dessus. Grâce à des capteurs, je cherchais des sensors, des capteurs, on peut améliorer le rendement des machines en faisant pas seulement de la maintenance curative, mais de la maintenance prédictive. Ça va? Est-ce que j'ai encore le temps? Ça va. Alors, typical customer journey. J'ai essayé de le représenter de manière un peu pas connotée. Ça va? En gros, un customer journey, c'est un certain nombre d'étapes, peu importe la manière dont on les appelle, certains disent awareness, et puis je prends la décision, et puis je m'informe, et puis etc. Donc j'ai essayé d'être... J'ai un intérêt, je consulte. Je veux aller plus loin, je visite, je compare. Je veux aller plus loin, j'analyse et je sélecte. Je veux aller plus loin, boum, je paye. Je vais plus loin, j'utilise. Et pendant tout ce temps-là, je cherche. Ça veut dire qu'à tout moment, je vais sur les réseaux sociaux qui me vont bien et je donne mes propres commentaires. C'est ce que j'ai essayé de représenter. Et puis les petits losanges, ce sont les fameux touchpoints. Pour ceux que ça amuserait d'ailleurs comme informaticien, il faudrait faire le modèle de données de ce machin-là, c'est passionnant. Et les touchpoints peuvent être divers et variés. Ça peut être un téléphone, ça peut être un portable, ça peut être un ordinateur, ça peut être une visite physique, etc. Okay? Le truc fondamental, et on vient à ce que j'avais envie de vous montrer ce soir, c'est que dans les entreprises, il existe un certain nombre de business process. Là, j'ai pris les 4 les plus courus, ça va, plutôt dans le monde industriel que dans le monde bancaire. Hein. Ils sont archi connus. Si vous faites un Google de ce truc, vous allez le trouver. C'est pas bien machin. Ça va? Les 4 grands business process, le record to report, ça c'est l'aspect financier, le hire to retire, ça c'est l'aspect gestion des ressources humaines, vous l'aurez deviné. Après ça, il y a le order to cash, ça c'est la partie client, et puis il y a le broker to pay. On a couvert les gros business process dans les entreprises. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de revoir, non pas chacun de ces business process, mais c'est d'établir les différentes catégories de customer journeys qu'on a identifiées. On ne part pas de son fonctionnement interne, on part du fonctionnement des clients. Ça va? En fonction des produits qu'ils achètent, en fonction des services qui les intéressent, on peut identifier plusieurs types de parcours. On n'achète probablement pas une bouteille de coca comme on achète une voiture, on n'achète probablement pas une télé comme on achète une voiture, on n'achète probablement pas une maison comme on achète une voiture, etc., etc. Quels sont les différents customer journeys que l'on transforme en business process? On essaye de les comprendre et on aligne nos business process internes sur ces customer journeys. Je vous donne un simple exemple. Alors, il est complètement inventé de ma part.
avec comme seul objectif de vous présenter quelque chose qui soit un peu lisible, plutôt qu'avoir plein de lignes croisées qui sont plus correctes, mais qui rendent les choses illisibles. On a le customer, on a le digital contact, un site web, peu importe. Okay. On a le front-end, le front office employee, il y a le back office employee, et puis il y a les business process. Ça peut bien entendu être beaucoup plus complexe que ça, mais en gros on va trouver les principaux acteurs que voilà. Et puis il y a un certain nombre de touchpoints de divers types, et on échange de l'information avec le front-end, ça c'est quand je vais dans le magasin, et puis le front-end employee, il fait appel à un certain nombre de business internes, mais il peut aussi parler au back-end employee. Ça va? Etc., etc. Mais en gros, on cherche ça. Make customer journeys your core business processes. Ça, c'est le truc principal que j'essaye de vous, non pas de vous vendre ce soir, mais de vous proposer. Okay? La vraie transformation de votre entreprise devrait se faire en fonction des processus, des parcours clients. Alors, un autre point qui me paraît important, on connaît tous à peu près tout ça. Beaucoup d'entreprises sont ici, un petit peu plus, en tout cas certaines arrivent à être là, très peu sont là. Okay. Ensuite, je vais en faire des ennemis. Quand la banque A développe une application sur smartphone pour permettre de consulter son compte en banque, et que la banque B a fait la même chose, et que la banque C a fait la même chose, la D, la E, la F, la G, la Z, etc. On fait la même chose. On s'est mis à peine au niveau de ses compétiteurs. C'est pas mal déjà, il vaut mieux être au niveau, ça va. Mais on n'a rien inventé. On n'a pas d'avantage compétitif. Et encore moins durable. Et donc, le vrai bonus dans la réflexion, c'est de se dire, et plus on va vers le service, c'est sûr que si je fabrique le verre qui est là, si j'ai une technologie particulière, ça va être difficile de copier. Mais le service, ça se copie nickel pro. Ça se copie très facilement, le service. Okay? Je regarde comment ça fonctionne, j'étudie un peu le truc, et puis je fais la même chose chez moi. Développer une application pour consulter les comptes en banque sur un smartphone, ça n'a rien de génial. Si je vois que mon compétiteur premier le fait, je le développe très facilement. Piece of cake. Ça va. À l'inverse, si dans mes customer journeys, si dans mes parcours clients, si dans les services que je veux offrir, j'arrive à trouver quelque chose qui soit difficilement copiable par mes compétiteurs, alors là, tout d'un coup, on me regarde autrement. J'espère depuis tout à l'heure que c'est la même moitié de salle qui est votre ennemi. Parce que si on les rassemble... On verra à la sortie, si j'ai gardé ma cravate. Donc, alors, le problème du processus d'innovation, là, il y a en gros deux écoles. Inside out, outside in. Inside out, c'est M. Henry Ford, qui nous dit au début du siècle dernier, si j'avais interrogé les clients de carrosses avec des chevaux, pour dire, qu'est-ce que tu veux comme nouveau carrosse? Il va me dire, je veux des chevaux plus rapides. Les mecs ne connaissaient pas la bagnole et le moteur à explosion. Ça va? Ils auraient dit, sors-moi des chevaux qui courent plus vite. Sors-moi des roues qui tournent plus vite. Ça va? C'est pas ce qu'il a trouvé. Il a inventé la bagnole avec le moteur à explosion. Ça, c'est le inside out. Le outside in, c'est ce qu'on entend tous.
il faut écouter nos clients, il faut écouter nos prospects, il faut faire des focus group, il y a les champions du marketing qui font ce genre de choses, et c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, Monsieur Jobs, qu'on n'arrête pas de citer, c'est ce qu'il dit aussi, mais il nuance un peu. Il dit, si vous vous contentez de demander à vos clients ce qu'ils veulent, c'est pas mal. Après, vous allez fabriquer dans vos labos ce qu'ils ont demandé, et puis vous arrivez la bouche en cœur en disant, et le client, qu'est-ce qu'il dit? Mais t'as 2 ans de retard, mon petit père. Moi, j'ai déjà un autre besoin. Ça va? Et donc, la vraie difficulté des entreprises, c'est ça aussi que j'essaye de vous montrer ce soir, la vraie difficulté des entreprises, c'est que la capacité d'adaptation, d'évolution des clients est beaucoup plus rapide que la capacité d'adaptation des entreprises. L'agilité consiste à courir après. C'est pas mal. C'est mieux que de rien faire. Mais l'agilité consiste à courir après. Donc, je pense qu'il faut faire de l'outsiding. Il faut quand même aller renifler ce marché. Mais je pense que ceux qui réussissent vraiment, ce sont ceux qui réussissent des bons inside out. Et à la limite, comment ça s'appelait avant? Le Walkman. Voilà un exemple. Ça va? De inside out. C'est le type qui est là sur son truc de golf qui dit, moi je voudrais de la musique. Il rentre chez lui, dans son entreprise, il dit, fabriquez-moi un truc qui me permet d'écouter de la musique quand je joue au golf. C'est Jobs qui dit, je fais la tablette. Il n'a rien inventé. Pas une seule des technologies dans la tablette n'a été inventée par Apple. Il s'est simplement dit, si je mets ça, avec ça, et avec ça, avec ça, je fais un truc nouveau. Il ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Il avait bien écouté un peu. Il se doutait bien peut-être de certaines choses. Peut-être que des types dans des laboratoires ou certains de ses contacts lui avaient dit, c'est quand même pas mal de si je pouvais, etc. Mais en gros, il a fait de l'inside out. Il y a 2 écoles comme d'habitude. Alors on va trouver les bleus qui ne veulent pas ce que les rouges font, et l'inverse. Je pense qu'il faut faire les deux. Okay? Ah ouais, j'ai oublié de le dire ça. Regardez votre entreprise avec les yeux du client. Ça, c'est un truc qu'on dit depuis 30 ans, hein, ça va? Il faut être vieux comme moi pour le savoir, mais c'est un truc qu'on dit depuis 30 ans. Alors, petite aussi mise au point, la notion d'innovation et d'invention sont 2 choses différentes. Okay? L'innovation, c'est une invention qui marche, pour faire ça. Et puis, il y a un process. Je pourrais parler pendant 2 jours sur ce truc, mais on n'est pas là pour ça. Et en tout cas, il faut partir des objectifs stratégiques. Et la créativité, c'est quelque chose qui sort à partir des besoins de la technologie. Et on n'arrête pas de me dire d'ailleurs, Michel, ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. À une époque, ça s'appelait quand même les cercles de qualité. Aujourd'hui, si on dit cercle de qualité, on est complètement ringard, tant pis pour moi. C'est des séances de brainstorming, des séances de créativité, des séances de... etc. 5 minutes. Merci, j'ai fini. Alors, pour implémenter, là, j'invente rien. Ça va? Si on n'est pas dans le Customer Experience, on est dans un schéma directeur, on est dans un plan directeur, etc. On passe d'un Aziz à un Touli, on a des stratégies, okay, on recueille les besoins, on respecte un certain planning, et puis on sort des projets qu'on évalue. Rien de neuf sous le soleil, et entre-temps, il y a quand même un certain nombre de types pendant l'année qui font du PDCA. Tout va bien, rien de neuf sous le soleil. Un des facteurs de critique de succès malgré tout, c'est d'aligner ces stratégies. On aligne la stratégie business, la stratégie customer experience et la stratégie marketing. C'est pas mal que tout ça se soit cohérent quand même. Ça va? Alors, un autre truc qui est un terrible gaga chez moi, c'est il y a des gens qui sont des champions pour avoir la tête dans les nuages. Un certain nombre d'entre eux oublient qu'il vaut mieux aussi avoir les pieds sur terre. Ça va?
Et donc, un des gros problèmes dans les entreprises s'appelle comme ça, linking strategy to execution. Okay? Ça passe d'ailleurs par la dimension humaine, dont on va entendre parler demain matin, si je ne m'abuse. Ça va? En gros, pour moi, le lien, parce que je suis DSI, et parce que je ne suis pas DRH, que je ne suis pas directeur du marketing, le lien entre la vision, l'aspect stratégique dans l'entreprise et l'exécution, qu'elle soit en opération courante ou qu'elle soit en développement de projet, le lien s'appelle un operating model et une architecture d'entreprise. Okay? Pour ceux qui sont familiers de ça, je veux parler de TOGAF et de joyeuseté de ce type. TOGAF est, enfin, l'architecture d'entreprise pour moi est au centre de la description, de la compréhension qu'on peut avoir de cette entreprise. Il n'y a malheureusement pas encore beaucoup d'entreprises qui ont une vraie dimension architecture dans leur département, dans leur DSI. Alors, vous vous rappelez les 3 enablers de tout à l'heure? Les voilà. Et pour moi, ici, j'ai essayé de représenter quelque chose de double. Il y a une double intégration. Il y a une intégration horizontale entre les départements, les processus transverses, selon notre terminologie habituelle. Ça va? Mais il y a une deuxième intégration, qui est l'intégration du back-office, du front-office avec le back-office. Ça, c'est aussi très compliqué à réaliser. Okay? Alors, il faut motiver le personnel. On s'en douterait. Ça va? Je ne vous apporte pas grand-chose. Il faut peut-être les écouter un peu. Il faut établir des équipes multidisciplinaires, transverses, cross-functional, blablabla. Enfin, tout ça, pour moi, c'est du connu, c'est du su, c'est pas souvent de l'appliquer, mais c'est du connu. Et alors, je me suis réservé un petit lien par rapport à la présentation que j'ai eu la chance de faire avec vous ici il y a 2 ans. Ça va? J'ai entendu des énormités ce matin à propos du rôle du DSI, ceci, le DSI, cela, etc. Okay. Pour moi, le DSI... Ah ouais, non, c'est... Elle doit connaître un des CEO de ce matin. Il y a certains cabinets de conseil qui nous ont inventé le CDO. Ça a commencé par le Chief Data Officer. Pas de bol, il y en a un autre qui a inventé un autre CDO qui était le Chief Digital Officer. Ça va? Moi, j'ai une position très simple. Le Chief Digital Officer, c'est le CIO. Point. Si votre CIO n'est pas un bon CDO, formez-le. Si vous pensez qu'il peut être formé, si vous pensez qu'il ne peut pas être formé, virez-le. Bon, l'autre moitié est déjà partie. Mais il n'y a pas de CDO. Un bon CDO, c'est un bon CIO. Et je pense que tout bon CIO, 3.0 d'ailleurs à l'époque, ça va, c'est plus un directeur de la technologie informatique, c'est un business leader in charge of IT. Est-ce que ça veut dire, Michel, on va mettre un type qui n'y connaît rien? Non. Okay. Je me rappelle un jour un client, d'ailleurs c'était la cimenterie. Ils m'ont demandé un jour, Michel, est-ce que tu veux bien prendre la responsabilité? Quand j'étais DSI, c'était de l'intérim management, puisque j'étais consultant indépendant. Donc toutes mes fonctions de DSI, c'était en intérim management. Les Français disent management de transition. Et le DG me dit, Michel, est-ce que tu veux bien prendre la responsabilité? Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Hein. Le DSI en place, c'était l'ancien contrôleur de gestion. Et le type me dit, le DG me dit, c'est ce qu'on a fait une erreur de nommer l'ancien directeur de contrôle de gestion directeur de l'informatique. Ma réponse a été très simple. Imaginons que je sois un bon manager. Une seconde, c'est pas le cas. Mais imaginons une seconde que je sois un bon manager. Est-ce que tu vas me nommer directeur de la prod chez toi? Mais bien sûr que non. Si je suis un bon manager, est-ce que tu vas me nommer directeur financier? Bien sûr que non. Alors pourquoi tu as nommé des DSI un type qui n'y connaissait rien?
Donc pour moi, par contre, le DSI 3.0, c'est un business leader. C'est pas un directeur de la MOE. C'est pas un type qui fait les applications. Alors il dirige les types qui écrivent les applications. Mais c'est d'abord et avant tout un business leader qui connaît l'IT. Pourrait difficilement diriger une DSI s'il ne connaissait pas l'IT. Je vous renvoie à ce qu'on a pu dire il y a 2 ans. Dernier transparent. Merci, cher ami. Maintenant, je vous dévoile le truc. Les 2 axes fondamentaux sur lesquels il faut travailler, c'est pas seulement sur l'expérience client, c'est sur les process internes, c'est sur l'excellence opérationnelle. Si vous passez de là à là, vous croyez avoir fait de la transformation digitale et de l'expérience client un peu en développant une application pour smartphone. Ça pas, il faut le faire. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir. Mais si vous n'avez pas fait ça en même temps, vous n'êtes jamais que là. Et en tout cas, si vous êtes là, tous vos compétiteurs y sont aussi. À l'inverse, faire ça, qui permettrait de faire ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Parce que là, on tape sur tout le monde dans l'entreprise, sur tous les process, sur tous les types qui vous disent, on parlait du changement encore ce matin, sur tous les types qui vous disent, mais on a fait ça depuis 30 ans, pourquoi il faudrait changer maintenant? Ça va? Donc, je ne vous fais pas un long discours là-dessus, vous le connaissez aussi bien que moi. La vraie difficulté, elle est là. Ça, c'était facile. C'est toujours facile, et il y a plein de gens qui le font. C'est très bien, il faut le faire. Parce que là, les compétiteurs le font. Mais très peu vont là. Alors, si personne ne va là, c'est très bien, tout le monde est ici. Mais on se bat mal, et on se bat comme avant. On n'a pas un avantage compétitif durable. J'en ai terminé, et je voudrais terminer par des remerciements à l'équipe d'organisation de ce forum DSI. Ils savent qu'ils auront éternellement ma gratitude, mais je vous demande de réserver à eux vos applaudissements. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends la chanson Do You Really Want to Hurt Me, là, qui passe en boucle. Est-ce qu'on a prévu des questions? Si on a, je veux bien, si Alors, on a le temps. S'il y a des questions, mais vous avez été tellement explicite, je pense que toutes les idées qui ont été agencées ce matin, ben, on les voit un petit peu prendre des cases, mais on prendra quand même 1 ou 2 questions. Il y en a quand même un qui en réclame une, là. Énergiquement. Oui, oui. Vous n'êtes pas CEO, vous n'êtes pas passé ce matin? Non, ça va. Non, j'ai passé toute la journée, donc ici, je suis consultant international. Il est beaucoup plus Je suis fort que moi. occupé, entre autres, j'ai coaché les CIO. Je tiens à féliciter Soleimondo pour sa bonne présentation en forme. J'ai une question qui est curieuse de connaître l'histoire du poisson rouge. Ah, vous la connaissez pas, mais sincèrement, il faudra... Bon, ils nagent tous les deux dans quelque chose, mais bon, voilà, c'est la réponse. Vous connaissez les poissons rouges? Il y a un chercheur. Alors déjà, moi, ça me fait rire. Parce qu'on paye ce genre de type à faire ce genre de recherche. Mais il a montré un téléphone portable et un poisson rouge. Il a compté le nombre de secondes que le poisson rouge regarde le même écran. Il a compté le nombre de secondes. Et puis il a regardé, un certain nombre de jeunes regarder le même écran. Et les jeunes zappent plus vite que le poisson rouge. Et il en a conclu, cet imbécile, il est payé pour ça, c'est incroyable. Et il en a conclu que les jeunes étaient moins intelligents qu'un poisson rouge. C'est la version soft, merci. Alors, une dernière question. Une toute dernière? Merci, monsieur Raimondo, c'était très très bien.